Salam alaikum, je suis de retour avec vous pour continuer à traiter le premier chapitre, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Dans cette partie, nous allons aborder les techniques de traitement et de réutilisation des ordures ménagères. Et on commence par la technique de compostage, qui veut dire la production du compost. La définition de compostage, c'est la décomposition biologique de la matière organique par des micro-organismes, comme les bactéries et les champignons, et aussi par la faune du sol, comme les vers de terre et quelques insectes, sous des conditions aérobies, ça veut dire en présence de dioxygène. Cette décomposition va conduire à obtenir une matière qu'on appelle le compost. Le compost fournit des substances nutritives progressivement assimilables par les plantes. Ça veut dire qu'ils peuvent être absorbés par les plantes, comme l'ammoniac et le nitrate. À titre d'information, 1 kg de déchets ménagers produit environ 350 g d'engrais organiques. Comment se fait pratiquement la production de compost? Voilà donc les procédés scientifiques qui permettent la production de compost. Et ça commence d'abord par la pesée et contrôle des déchets verts entrants. Ces déchets sont mis en tas, puis ils sont broyés sur le broyage, puis ils sont étalés sous forme de bandes. Ils sont arrosés, c'est l'arrosage, puis ils sont criblés, et dernièrement, c'est l'étape de la mise en vente du compost. Pour découvrir le rôle ou bien l'effet de retournement, je vous propose cette figure à gauche. Quand vous le voyez, on constate qu'après chaque retournement, on assiste à une augmentation de la température. Et sachant que le retournement conduit à l'aération du compost, ce phénomène peut être expliqué par la réactivation de l'activité des micro-organismes qui, en phase de décomposition de la matière organique, prolifèrent, ça veut dire se multiplient, ce qui entraîne l'augmentation de la température. Et en s'approchant de la maturation, la phase de maturation, la température diminue progressivement. En plus, on assiste à une stabilité des autres facteurs comme le pH par exemple et l'humidité. Voici un ensemble de procédés de compostage qui utilisent de matériel avancé qui permet à la fois le suivi de la production et le traitement de l'air issu de cette opération qui peut être polluante. Voici aussi une photo qui montre l'étape de l'étalement des déchets broyés sous forme de bandes. On passe maintenant à la deuxième technique qui est la production de biogaz. Elle est appelée également la méthanisation, c'est-à-dire la production de méthane CH4, utilisable comme source d'énergie. Il est utilisé dans la production de l'électricité, le chauffage, et il est utilisé aussi comme étant des biocarburants. La méthanisation est un processus de décomposition des matières organiques en milieu anaérobie, ça veut dire dans un milieu sans oxygène, à l'aide des bactéries méthanogènes qui sont appelées méthanobactérium. Cette opération nécessite une fosse appelée préfosse, dans laquelle on met le lisier, le fumier, des plantes énergétiques, puis ils sont transférés vers un digesteur qui est muné d'un mélangeur qui assure l'homogénéisation du mélange. Le biogaz produit, on peut l'utiliser pour faire marcher un moteur alternateur
qui produit soit de l'électricité ou de la chaleur qui va être utilisée pour le chauffage des habitations, le séchage de bois ou bien, par exemple, le chauffage des piscines. Cette chaleur produite, elle est utilisée aussi pour fournir au Methanobacterium la température nécessaire pour réaliser la fermentation dans le digesteur. Voici un autre schéma qui montre le processus de la méthanisation. À titre d'information, 1 mètre cube de biogaz est équivalent à 1 litre d'alcool à brûler, 0,8 kg de charbon, 0,6 m3 de gaz naturel, 6 kWh d'électricité, 0,6 litres de mazote et 0,7 litres d'essence. La troisième technique, c'est l'incinération, qui est une combustion aérobie des ordures ménagères dans un four spécifique sous haute température. Elle réduit le volume des déchets de 90%. L'énergie thermique issue de la combustion chauffe l'eau qui se transforme en vapeur. La vapeur est utilisée pour le chauffage ou bien faire actionner des alternateurs qui génèrent de l'électricité. Les mâches-fer ou bien les résidus solides de l'incinération sont réutilisés dans le recyclage du fer et dans les travaux publics, surtout dans la construction des routes. Les fumées rejetées par les usines d'incinération contiennent des substances toxiques, des métaux lourds, de la dioxine. Ces métaux ou bien ces substances présentent une menace pour la santé de l'homme et de l'environnement. Mais les nouvelles usines d'incinération sont dotées de nouvelles techniques de dépoussiérage, de lavage et de filtration des fumées. Les résidus toxiques récupérés de ces fumées seront par la suite stockés. Voici les procédés scientifiques de l'incinération. La première étape, c'est la collecte des déchets par le camion poubelle. Deuxièmement, c'est la décharge et le stockage des déchets dans une fosse. Puis le broyage de ces déchets dans un broyeur. Puis à l'aide d'une pompe à air qui fournit l'air à la chaudière, au four, la combustion des déchets est complète. Cela assure le chauffage de l'eau qui circule dans des canaux. Cette eau s'évapore. La vapeur d'eau qui est d'une pression élevée fait tourner la turbine qui à son tour fait tourner l'alternateur qui produit de l'électricité destinée à l'électrification des bâtiments. L'incinérateur est muni des filtres qui retiennent les gaz toxiques qui se trouvent dans la fumée. Les cendres produites sont transportées pour qu'ils soient réutilisés. Donc, je vous propose maintenant de regarder le documentaire suivant sur les étapes de l'incinération. Avant de rentrer dans l'enceinte de l'usine, les camions de collecte sont pesés sur le pont à bascule.
Ils vident ensuite les ordures ménagères dans la fosse. C'est parti pour un tour de manège. Avec le grappin, on attrape une grosse poignée de déchets. On les fait tomber dans la trémie, qui les pousse jusque dans le four. Les déchets sont ensuite brûlés dans le four. La température atteint les 1000 degrés. Vous avez remarqué, le four est oscillant. Il incline légèrement de gauche à droite pour faire avancer les déchets. Une fois lancé, le four fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le four n'a pas besoin de matières premières comme le gaz ou le fioul pour fonctionner. C'est la combustion des déchets qui l'alimente. C'est pour cela que l'énergie qui est fabriquée par l'usine est dite renouvelable et de récupération. Les mâches-fer passent sous un tapis aimanté. Les métaux ferreux sont ainsi séparés, puis envoyés en recyclage. La chaleur créée par la combustion des déchets ménagers est récupérée par la chaudière, puis elle est transformée en vapeur et en eau chaude. Quelles énergies sont ainsi produites? De l'électricité et de la chaleur. La vapeur va d'abord servir à fabriquer de l'électricité dans une turbine. C'est le même fonctionnement qu'une dynamo de vélo.
Avant de les évacuer par la cheminée, les fumées d'incinération sont dépolluées. Tout d'abord, des réactifs, de la chaux et du charbon actif, piègent les polluants. Ensuite, les fumées passent dans un filtre composé de 1600 manches qui captent les polluants, appelés réfium, résidus d'épuration des fumées de l'incinération des ordures ménagères. C'est le seul déchet qui n'est pas valorisé. Les réfiums sont évacués dans un centre d'enfouissement de catégorie 1. La dernière technique que nous allons voir pour ce chapitre, c'est l'enfouissement, qui veut dire le stockage des déchets non dangereux dans des décharges contrôlées. Il concerne les déchets ultimes, c'est-à-dire impossibles à recycler ou à valoriser. Les centres de stockage sont constitués d'unités de stockage appelées alvéoles. Voilà, alvéole 1 rempli, alvéole 2. Celles-ci sont équipées d'une membrane étanche, c'est-à-dire imperméable, afin d'éviter la contamination de sous-sol et des nappes phréatiques. Aussi, un réseau de drainage, permet également l'évacuation des lixiviats vers un bassin de traitement. Une fois pleines, les alvéoles sont fermées avec une couverture étanche, imperméable aussi. La définition de lixivia, c'est une sorte de jus, c'est un liquide. Il est chargé de substances polluantes, organiques et inorganiques, et de germes pathogènes. Il se forme suite au passage de l'eau à travers un matériau pollué. Je vous laisse maintenant avec cette vidéo qui montre les étapes de l'enfouissement des déchets. La gestion des déchets est un enjeu très important dans notre société moderne. Toujours à la recherche de solutions qui amélioreront les procédés, les spécialistes ont fait évoluer les dépotoirs en des lieux d'enfouissement technique sécuritaires. Le Québec compte plus de 35 de ces infrastructures, dont celle de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. La conception de ces sites est à la fine pointe des technologies utilisées pour l'enfouissement et joint les connaissances d'ingénieurs et de techniciens qui utilisent les meilleures façons qui soient pour diminuer au maximum les risques environnementaux. Dans un lieu d'enfouissement technique, les déchets sont déposés à l'intérieur d'une grande structure étanche appelée cellule d'enfouissement. La construction d'une cellule comporte plusieurs étapes et sa conception permet d'isoler complètement les déchets des eaux souterraines grâce à plusieurs épaisseurs de membranes imperméables. D'abord, la construction d'une cellule implique le déboisement et l'excavation du site de manière à assurer une solide fondation. Les pentes des parois et du fond des cellules sont exécutées avec précision et nivelées avec soin pour accueillir le système multicouche de membranes qui reposera sur ces surfaces. Au fond de l'excavation, on retrouve une natte de bétonite qui agira comme protection finale au fond de la cellule. Cette membrane est faite d'argile emprisonnée entre deux couches de géotextile et gonflera en cas de contact de l'eau, ce qui la rend complètement étanche. Chaque joint entre les nattes de bétonite sont superposés et liés avec de la poudre de bétonite.
Par la suite, une première couche de géomembrane imperméable est déposée. Ces géomembranes sont faites de polyéthylène haute densité, qui est un matériau reconnu pour sa solidité, son étanchéité et sa durabilité. Les géomembranes sont doublement soudées les unes aux autres de manière à créer une immense toile imperméable. Afin d'assurer l'atteinte des normes les plus strictes, un programme d'assurance de la qualité est mis en place tout au long de l'installation. Pour ce faire, toutes les soudures sont systématiquement vérifiées à l'aide d'un test par pression d'air. De plus, des échantillons aléatoires sont recueillis et envoyés en laboratoire afin d'être certifiés. Lorsque le contrôle de la qualité est conforme, on entame la deuxième étape, en recouvrant toute la surface de la cellule d'un géofilet de manière à créer un espace où peut circuler du liquide. Un deuxième niveau de géomembrane est installé sur le géofilet. Cette protection dite principale est la couche la plus importante car ce sera celle qui interceptera l'eau des déchets que l'on nomme le lixivia. Ainsi, chaque niveau de membrane est indépendant un de l'autre afin de permettre d'identifier une fuite éventuelle. Par la suite, un géotextile de protection est installé. Celui-ci sert notamment à protéger la membrane principale lors de la pose du sable qui agira à titre de couche drainante et de protection supplémentaire avant que puisse débuter la mise en place des déchets. Grâce à un système de conduite perforée installé au fond de la cellule, les eaux de lixiviation sont captées et acheminées vers un système de traitement afin de répondre à toutes les normes environnementales. C'est seulement après toutes ces étapes que l'enfouissement des déchets peut commencer de façon hygiénique et sécuritaire. À chaque jour, les déchets déposés dans la cellule seront recouverts d'une épaisse couche de sable afin d'éviter l'éparpillement des matières volatiles, diminuer les odeurs et éviter d'attirer les animaux indésirables. Lorsque la cellule aura atteint sa pleine capacité, elle sera recouverte de sable. Cette étape se nomme recouvrement final. À la suite de quoi, une dernière membrane et un couvert végétal sont ajoutés afin de sceller les déchets et l'enfouissement devra se poursuivre dans une nouvelle cellule. La dernière partie pour ce chapitre concerne les impacts des ordures ménagères sur l'environnement, la santé et l'économie. Pour les impacts des ordures ménagères sur l'environnement, ils sont divers, à savoir l'impact qui est causé par les fumées des décharges non contrôlées qui contiennent des gaz comme le monoxyde de carbone, le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote et le méthane. Parmi ces impacts, on peut citer l'aggravation du phénomène de l'effet de serre, les pluies acides qui augmentent l'acidité des milieux naturels et la destruction de la couche d'ozone. Aussi, les décharges sauvages sont également une source d'autres nuisances, à savoir la propagation des insectes nuisibles, les mouches et les moustiques, en plus de l'émanation des odeurs nauséabondes, ça veut dire qui provoquent des nausées. Aussi, les lixivias constituent une menace pour l'environnement, en particulier pour la nappe phréatique sous-jacente, ainsi que sur la faune et la flore du sol, c'est-à-dire les animaux et les végétaux du sol. Les impacts des ordures ménagères sur la santé sont aussi nombreux et nous allons découvrir quelques-uns. Alors ici, l'incinération des déchets dans des décharges non contrôlées est la source d'émission de plusieurs gaz toxiques, comme par exemple les substances organiques volatiles, COV, l'aldéhyde et le benzène. Donc ici, l'aldéhyde provoque l'irritation de la gorge, de la peau, du nez et des yeux. Le benzène conduit à une déficience du système respiratoire. Le benzène donc est une substance cancérogène avec le toluène et le formol.
Le dioxine provoque des troubles du système immunitaire, nerveux et endocrinien, c'est-à-dire hormonal, même à faible dose. Donc c'est une substance aussi cancérogène. Le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre, les deux substances irritent les voies respiratoires et causent des troubles cardiaques et respiratoires. Le monoxyde de carbone, à faible dose, il empêche l'acheminement de dioxygène au cerveau, au cœur et aux muscles. Et à forte dose, il devient toxique pour le système cardio-respiratoire et peut entraîner la mort. Et dernièrement, nous découvrons les impacts des ordures ménagères sur l'économie. D'un côté, le Maroc produit environ 6,5 millions de tonnes de déchets ménagers par an. Et la gestion de ces déchets, qui comprend la collecte, le transport et la mise en décharge, est très coûteuse. D'autre côté, l'effet néfaste des ordures domestiques sur la santé cause des maladies et des arrêts de travail, ce qui conduit à des frais de soins et constitue un manque à gagner pour l'économie du pays. D'autre part, les déchets peuvent contenir des produits valorisables qui doivent être réinjectés dans le système économique, comme par exemple les déchets recyclés qui constituent 24% des déchets produits, les déchets incinérés qui constituent des déchets donc à valorisation énergétique qui constituent 22% des déchets produits, et les déchets compostés aussi constituent des déchets qui sont valorisables et présentent 11% des déchets produits. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.